Je me souviens encore du premier jour où j'ai franchi la porte de ce petit bureau, niché rue de la Paix à Paris, comme si c'était hier. C'était un matin de septembre vif dans la capitale, ce genre de journée où l'air semble regorger de promesses. Le bureau n'était rien de plus qu'un espace de 75 mètres carrés, situé au 3e étage d'un vieil immeuble en pierre. Le propriétaire, Monsieur Lefebvre, m'avait concédé un bail avantageux, car personne ne voulait d'un local aux installations vétustes et aux fenêtres grinçantes à chaque passage du métro. Pour moi, ces murs nus étaient une toile, et chaque recoin vide incarnait un potentiel infini. J'avais investi toutes mes économies 47 000 € pour obtenir le bail et acquérir le strict minimum de mobilier de bureau lors d'une liquidation d'entreprise. Mon bureau, en acajou rayé, avait connu des jours meilleurs, et les chaises dépareillées et usées que j'avais récupérées n'étaient certes pas parfaites, mais elles m'appartenaient. Enfin, elles nous appartenaient. Techniquement, Durand Solutions Financières était une entreprise familiale, même si, à ses débuts, j'étais le seul à arriver chaque matin à 6 heures pour mettre en marche le vieux système de chauffage et préparer le café. Mon père, Richard Durand, jouissait d'une solide réputation dans les cercles financiers parisiens. Il avait ouvert des portes grâce à ses relations, mais il avait été clair dès le départ: ce projet est le tien, Alexandre. Tu nageras seul, à tes propres mérites. J'en avais tenu compte. Je voulais prouver ma valeur, bâtir quelque chose qui ferait que le nom Durand évoquerait bien plus que de l'argent facile et des adhésions à des clubs UP. Les premiers mois furent un tourbillon de journées de 18 heures. Je me levais avant l'aube, scrutant des rapports économiques pendant que le reste de la ville dormait, pour passer mes journées à démarcher des clients potentiels et mes soirées à élaborer des stratégies financières minutieuses. Mon petit studio dans le 10 arrondissement n'était devenu qu'un lieu pour me doucher et m'effondrer quelques heures de sommeil. Sophie, alors ma compagne, ne comprenait pas cette obsession. « Tu te détruis pour quelque chose qui pourrait n'aboutir à rien », me disait-elle lors de nos rares dîners. Au bout de 3 mois, elle avait quitté l'appartement, laissant une note dans laquelle elle expliquait ne pouvoir rivaliser avec mon véritable amour, l'entreprise. Peut-être avait-elle raison. Mais ce que Sophie et probablement seul mon frère cadet, Michel comprirent, c'était que tout ceci ne concernait pas uniquement l'argent ou le succès. Il s'agissait de créer quelque chose de significatif, une solution pour aider les gens à sécuriser leur avenir. J'avais vu trop de familles tout perdre lors de la crise de 2008, y compris les parents de mon meilleur ami, contraints de vendre leur maison de 30 ans. Les grandes firmes leur avaient proposé des solutions standardisées et des investissements hasardeux. Je croyais fermement que nous pouvions faire mieux. Ma stratégie était différente. Tandis que d'autres conseillers financiers privilégiaient des produits rapportant les meilleures commissions, je passais des heures à élaborer des plans personnalisés pour chaque client. Je me souviens de ma première vraie cliente, Madame Lefebvre, veuve et bénéficiaire d'une modeste pension de fonctionnaire. Les grandes firmes l'avaient rejetée, arguant que son patrimoine était trop modeste pour les intéresser. Je l'ai reçue pendant 3 heures, lui expliquant en termes simples chaque élément de son plan financier jusqu'à ce qu'elle comprenne parfaitement où allait son argent et pourquoi. L'hiver arriva, apportant avec lui le premier véritable test de ma détermination. Un tuyau éclata dans le bureau lors d'un week-end de fête, détruisant mon ordinateur et trempant des cartons de documents clients. J'ai passé le jour de Noël à éponger l'eau et à sauver ce que je pouvais, pour travailler sans relâche jusqu'au nouvel an afin de reconstruire notre base de données et remplacer les documents abîmés. Pas de fête, pas de réunion de famille, juste moi, une serpillière et la conviction inébranlable que ce revers n'était qu'une étape de plus dans notre parcours. Au printemps, le bouche à oreille commença à faire effet. Madame Lefebvre en parla à ses amies résidentes d'un foyer pour retraités, qui en informèrent leurs enfants. Un petit article dans le quotidien de l'économie nous mentionna comme une firme boutique prometteuse. Mon frère Michel, fraîchement diplômé d'un MBA, me rejoignit enfin à temps plein, apportant ses compétences analytiques et sa détermination silencieuse à l'équipe. « Tu as créé quelque chose de réel ici », me dit-il un soir, autour d'une bière rare après la conclusion d'un compte important. Ton père est impressionné, même s'il ne l'avouera jamais ouvertement. Ce simple énoncé avait plus de valeur que n'importe quelle marge bénéficiaire. Mon père, taciturne et parcimonieux en compliments, avait bâti sa réputation au fil des décennies. Son approbation, même indirecte, était monumentale.
Au terme de notre première année, nous avions suffisamment grandi pour embaucher 2 collaborateurs et déménager dans un bureau légèrement plus grand dans le même immeuble. L'espace d'origine devint notre salle de réunion, un rappel constant de nos débuts. La liste de nos clients s'était étendue à 63, principalement des familles de la classe moyenne et de petits entrepreneurs négligés par les grands groupes. Le travail était épuisant mais gratifiant. Chaque trimestre affichait une croissance modeste, régulière et durable. Je tenais un journal durant ces débuts, consignant les défis et les victoires, et traçant un ambitieux plan quinquennal qui semblait presque irréaliste au vu de notre modeste situation. Dans le silence des premières heures du matin, avant l'arrivée de quiconque, je mettais à jour ce plan, affinant les stratégies qui deviendraient plus tard l'épine dorsale de notre expansion. Ce que personne ne savait, ni Michel, ni les quelques employés, et certainement pas mon père, c'était que je développais quelque chose de bien plus grand qu'une petite société de conseil financier. Derrière le quotidien se cachait la création d'une approche algorithmique de gestion de patrimoine capable de s'étendre bien au-delà de notre clientèle locale. Chaque nuit, je codais et testais, bâtissant un système capable d'analyser les tendances du marché et les besoins des clients avec une précision remarquable. C'était mon atout secret, l'innovation qui, j'en étais persuadé, transformerait un jour notre firme boutique en une entité révolutionnaire. Je l'avais baptisé le système Crest Stratégie économique réactive durant bien que. Pendant des mois, il n'exista que sur mon ordinateur portable personnel, protégé par plusieurs couches de mots de passe. Certaines nuits, je déambulais dans les rues calmes de Paris après minuit, l'esprit en ébullition devant les innombrables possibilités. Au-delà des immeubles historiques et des tours de verre modernes, j'imaginais notre nom affiché fièrement parmi les géants de la finance. Ces promenades solitaires renforçaient ma détermination, même lorsque les doutes s'insinuaient durant les jours les plus éprouvants. À l'occasion de notre premier anniversaire, nous étions encore petits, mais indéniablement performants. Les fondations étaient posées, la vision claire, et malgré la fatigue inscrite sur mon visage, mon cœur débordait d'ambition et de sens. Ce n'était que le commencement, le modeste début de ce que j'espérais devenir un héritage durable. Ce que je n'aurais jamais pu prévoir en refermant la porte du bureau ce soir-là, c'était jusqu'où nous grimperions ou combien je tomberais douloureusement. La transition d'une start-up à une entreprise établie ne fut pas un changement spectaculaire du jour au lendemain, mais une succession de moments décisifs étalés sur 7 années intenses. À la fin de notre deuxième année, nous avions complètement dépassé nos modestes locaux et déménagé dans un espace rénové en plein cœur du quartier financier de Paris. La nouvelle adresse, située rue de la République, nous conférait une crédibilité certaine, même si le loyer me donnait presque le vertige chaque mois. Michel se révéla indispensable, sa méthode rigoureuse venant compléter mon approche plus intuitive. Tandis que je me consacrais à la stratégie de croissance et à l'acquisition de clients, lui construisait notre infrastructure opérationnelle avec une précision remarquable. Nous formions une machine bien huilée, chacun comprenant parfaitement son rôle dans la vision globale. « Vous formez sacrément une bonne équipe », me lança mon père lors d'une rare visite à nos bureaux lors de notre 3e année. Il hocha la tête en voyant la salle de conférence en verre épuré et le personnel, désormais composé de 20 personnes, s'affairer à l'arrière-plan. Ce commentaire, bien que désinvolte, me fut précieux, s'ajoutant aux quelques louanges qu'il m'avait déjà accordées au fil des ans. Le système Crest fut notre tournant. Après 18 mois de développement et de tests, je le dévoilai enfin à l'équipe, le présentant comme un algorithme exclusif destiné à optimiser les portefeuilles clients. En réalité, il représentait bien plus une approche révolutionnaire de la gestion de patrimoine capable d'identifier les inefficacités du marché et de générer des stratégies surpassant constamment les méthodes traditionnelles. Le Financial Times s'intéressa à notre taux de réussite inhabituel au début de 2019, publiant un article qualifiant Durant Solutions Financières de « firme boutique au toucher de Midas mystérieux ». L'article spéculait sur nos méthodes sans jamais percer le secret de nos rendements constants. Les demandes de renseignements de clients triplèrent en une semaine, et soudain, nous refusions des affaires plutôt que de les courir après. Nos revenus de la 4e année atteignirent 22 millions d'euros, un chiffre époustouflant pour nos débuts modestes. Je me rappelais encore des jours où je comptais chaque centime pour payer le loyer, remplacé désormais par des réunions stratégiques sur la gestion de cette croissance explosive. Nous nous étendîmes à Lyon ce printemps, puis à Singapour à l'automne, implantant des bureaux satellites avec des équipes soigneusement sélectionnées et formées à la méthode Crest.
Tu dois prendre ton temps, me prévenait Rachel, notre directrice financière qui deviendrait plus tard ma fiancée lors d'une de nos longues sessions stratégiques nocturnes, tandis que la silhouette de Paris scintillait derrière mes fenêtres. Une expansion à ce rythme comporte d'énormes risques, avertissait-elle, mais ma vision grandissait à chaque succès. L'algorithme fonctionne, insistais-je lors d'une de ces soirées tardives, nous changeons la donne, Rachel. Ce n'est pas juste une croissance pour la croissance. Mon père commença à s'intéresser de plus près à notre évolution. Richard Durand, âgé de 65 ans, demeurait une figure imposante dans les cercles financiers, et sa présence occasionnelle dans nos bureaux conférait une gravité supplémentaire à notre opération. Il ne demandait jamais de détails sur nos méthodes, se contentant de savourer la gloire réfléchie de ce qui était désormais désigné comme l'empire financier Durand. À la 5e année, nous avions franchi le cap de 50 millions d'euros de valorisation, et des fonds de private equity commencèrent à rôder. Les offres étaient alléchantes, des sommes qui auraient pu me garantir la vie, mais je n'avais pas fondé Durand Solutions Financières pour encaisser. C'était mon héritage, la concrétisation de d'innombrables stratégies prématinées et d'inspiration nocturne. Michel paraissait moins sûr de lui. Peut-être devrions-nous examiner certaines de ces offres, suggérait-il après une approche particulièrement agressive d'un grand groupe international. Nous pourrions conserver le contrôle opérationnel tout en bénéficiant de leurs ressources. J'écartai immédiatement la conversation. C'est notre entreprise. Notre vision. Nous ne faisons que commencer. La vérité était que je ne supportais pas l'idée d'un contrôle externe, de devoir justifier le système Crest aux actionnaires ou de le voir dilué par une pensée de comité. L'algorithme était mon œuvre, fruit de longues heures de travail en solitaire et d'intuition venues d'endroits que je peinais parfois à expliquer. Lors de la 6e année, nous nous internationalisâmes en ouvrant des bureaux à Londres et à Singapour. Notre clientèle s'élargit, incluant désormais non seulement des particuliers aisés et des familles, mais aussi des investisseurs institutionnels, des fonds souverains et des gestionnaires de pensions avant-gardistes. Durand Solutions Financières était devenu un nom mondial, et notre logo, un soleil levant stylisé, était reconnu dans tous les grands centres financiers. « Tu as dépassé toutes mes attentes », me déclara mon père lors de la soirée d'inauguration de notre bureau londonien. Ce compliment rare, prononcé d'une voix ferme et accompagné d'une poignée de mains soutenues, résonna comme une consécration. Pendant un instant, je m'autorisa à croire que j'avais enfin mérité son respect. La valorisation de l'entreprise atteignit 100 millions d'euros lors de la 7e année, un jalon que nous fêtâmes lors d'un dîner privé dans un hôtel Four Seasons. Je me souviens être monté sur l'estrade, regardant l'équipe Michel, Rachel, notre équipe dirigeante et les premiers employés qui avaient cru en notre start-up avec émotion. Nous avons bâti cela ensemble, leur déclarai-je en levant un verre de champagne miroitant comme de l'or liquide. Mais nous n'en sommes qu'au premier chapitre de notre histoire. En coulisses, cependant, les tensions commencèrent à émerger. Mon père se mit à assister régulièrement aux réunions du conseil, prodiguant des suggestions qui prirent peu à peu l'allure d'ordre. Michel devint plus silencieux lors des sessions stratégiques, échangeant parfois un regard avec notre père que je peinais à interpréter. Rachel me mit en garde contre le temps passé à peaufiner la prochaine évolution du système Crest au détriment des défis opérationnels. L'algorithme n'est pas l'entreprise tout entière, me rappela-t-elle lors d'une discussion houleuse, tu dois être présent pour les autres aspects du leadership. Peut-être avait-elle raison. Je m'étais laissé obséder par la perfection du système, travaillant souvent jusqu'à l'aube dans un laboratoire privé installé en périphérie, loin des regards curieux. Le code central devenait de plus en plus complexe, une symphonie mathématique que je seul comprenais totalement. J'avais documenté le processus de manière insuffisante, par manque de temps et par un instinct de protection que je n'étais pas fier d'avouer. La veille du tournant décisif, j'achevais la mise à niveau la plus importante à ce jour. Le système Crest 4.0 n'était plus seulement capable d'analyser les tendances du marché, il pouvait désormais les prédire avec une précision surprenante, décelant des opportunités invisibles aux analyses conventionnelles. Les tests promettaient des rendements quasi miraculeux, l'équivalent financier de l'alchimie. Ce soir-là, j'organisais une réunion extraordinaire du conseil pour le lendemain. Il était temps de dévoiler l'ampleur de ma création, de tracer la route vers non seulement une firme prospère, mais une entreprise capable de transformer radicalement la finance mondiale. Après 7 années de construction,
d'affinement et de sacrifice, j'étais au seuil d'une révolution. Je me souviens avoir éprouvé une étrange sérénité en quittant le bureau ce soir-là. Le ciel au-dessus de Paris était dégagé, parsemé d'étoiles malgré les lumières urbaines. Demain marquerait l'aboutissement de tout ce pourquoi j'avais travaillé, le moment où, même mon père taciturne, devrait reconnaître l'ampleur de mon œuvre. Je n'avais aucune idée qu'au lieu d'une consécration, j'entrais dans une exécution. La salle de conseil, au dernier étage de la tour du Rang-Oui, nous avions baptisé l'immeuble ainsi l'année précédente, avait toujours été mon endroit favori. Les larges baies vitrées offraient une vue panoramique sur la Seine, et la table en acajou poli captait la lumière matinale tel un trésor ancien. J'avais minutieusement conçu chaque détail de cette pièce, des chaises ergonomiques au système de présentation dernier cri, intégrées à mes dispositifs. Ce matin-là, j'étais arrivé en avance pour préparer ce que je pensais être une réunion historique. La dernière version du système Crest représentait un bond quantique dans la technologie financière. J'avais mes présentations prêtes, les projections calculées et une vision claire des 5 prochaines années de croissance. J'attendais des questions, voire des inquiétudes sur l'ampleur de mes ambitions, mais je ne doutais pas que le conseil présidé par mon père, avec Michel comme directeur général adjoint, soutiendrait finalement ma vision. Après tout, mes innovations avaient bâti cette entreprise, la faisant passer d'un modeste début à une puissance mondiale. Les autres arrivèrent ensemble: mon père, Michel, Rachel et les 3 membres externes du conseil recrutés l'année précédente. Quelque chose dans leur entrée synchronisée et l'expression neutre qu'ils affichaient aurait dû m'alerter, mais j'étais trop emporté par mon enthousiasme pour le remarquer. Avant de commencer ta présentation, Alexandre, lança mon père d'un ton formel qui me renvoyait à l'époque de l'école, le conseil a un point à aborder. J'inclinai la tête, affichant la première diapositive de mon exposé. Et bien sûr, mais je pense que vous voudrez d'abord voir ceci. Le nouvel algorithme Crest a testé. Ah, ce n'est pas une question d'algorithme, interrompit mon père, sa voix tranchant la mienne avec une autorité toute naturelle. Il s'agit de l'avenir du leadership de Durand Solutions Financières. Le silence s'installa. Rachel évitait mon regard, absorbée par sa tablette, et Michel me fixait, mêlant détermination et une pointe de culpabilité. De quoi parle-t-on exactement, demandai-je, la main hésitante sur le clavier, oubliant complètement ma présentation. Mon père se redressa, incarnant le titan financier qui, depuis 40 ans, faisait trembler les salles de conseil. Le conseil a réévalué la structure de l'entreprise et ses besoins en leadership pour cette nouvelle phase de croissance. Nous avons décidé que des changements étaient nécessaires. Des changements, répétai-je, ce mot sonnant creux, dangereux. Oui. À compter d'aujourd'hui, Michel assumera le rôle de PDG. Tu passeras à celui de directeur de l'innovation, te consacrant exclusivement au développement technologique. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. Directeur de l'innovation, un poste de recherche sans réel pouvoir. Je regardais Michel, mon frère cadet, que j'avais intégré dans l'entreprise, mentoré, promu, en qui j'avais placé toute ma confiance. Son visage demeurait impassible, professionnel. Avait-il orchestré ce coup ? C'est mon entreprise, dis-je, la voix tremblante, je l'ai bâtie de rien. Le système Crest est ma création. Sans lui, sans moi, Durand Solutions Financières n'existerait pas, le visage de mon père se durcit. Voilà précisément le problème, Alexandre. Tu penses que c'est ton entreprise, ta création, ton projet individuel. Il fit un geste englobant la salle. Mais une entreprise de cette envergure ne se construit pas par un seul individu. Elle se construit par des équipes, par des structures, par une gouvernance rigoureuse. Que j'ai mise en place. J'ai embauché tout le monde dans ce bâtiment. J'ai créé l'organisation. Tu es devenu un goulot d'étranglement, intervint Michel, d'une voix douce mais ferme. Chaque décision majeure requiert ton aval. Le système Crest est une boîte noire que toi seul maîtrises. Tu as refusé de le documenter correctement ou de former quelqu'un à son fonctionnement. Que se passera-t-il si demain un accident t'emporte ? Je le fixai, incrédule. C'est de ça qu'on parle ? De documentation ? J'avais prévu d'y remédier dans la prochaine phase. Donne-moi 3 mois et j'aurai une équipe entièrement formée sur « Ce n'est pas négociable », interrompit mon père. La décision est prise.
Le vote du conseil a été unanime. Je regardai Rachel, qui enfin rencontra mon regard, les yeux embués de larmes contenues. Elle avait, elle aussi, voté contre moi. 7 ans, murmurai-je, la voix à peine audible. 7 ans de journée de 18 heures, de sacrifices relations, santé, la moindre normalité pour refuser des offres d'acquisition de plusieurs milliards afin de garder cette entreprise indépendante, de protéger ce que nous avons bâti. Ce que nous avons bâti, insista mon père. Voilà ce que tu ne comprends pas, Alexandre. Personne ne remet en cause ta contribution, mais Durand Solutions Financières a dépassé son fondateur. Elle a désormais besoin d'un management professionnel, et non d'un génie solitaire travaillant sur ses projets fétiches au milieu de la nuit. La manière dont on travaille, l'algorithme révolutionnaire qui nous avait tous enrichis au-delà de l'imagination, était rejeté, déclencha en moi une colère froide. Des projets fétiches, répétai-je. Ces projets fétiches ont généré les rendements qui ont bâti cette tour. Ils ont créé une valorisation de 100 millions d'euros dont vous êtes si fiers. Alexandre, intervint Rachel d'une voix apaisante, ta brillance technique n'est pas remise en question. C'est pour cela que le poste de directeur de l'innovation te convient. Tu pourras te consacrer à ce que tu fais de mieux, sans les contraintes administratives. Ne fais pas ça, la coupai-je. Ne tente pas de me vendre ça comme si c'était pour mon bien. La patience de mon père s'amincit visiblement. Assez de théâtralité. Les papiers sont déjà signés. Le communiqué de presse part à midi. Cette réunion n'est qu'une formalité, non une négociation. Déjà signé. Communiqué prêt. Combien de temps avait-il manigancé ce coup? Des semaines? Des mois? Pendant que je perfectionnais l'algorithme jusque tard dans la nuit, se réunissait-il en secret pour préparer mon expulsion professionnelle? Tu commets une erreur catastrophique, dis-je, peinant à contenir mes émotions. Le système Crest n'est pas quelque chose que l'on peut simplement s'approprier. Il est complexe, nuancé, en perpétuelle évolution. Ce qui explique exactement pourquoi nous avons besoin de protocoles et d'une gestion d'équipe, et non d'une seule personne détenant toutes les clés, répondit Michel. Nous avons recruté 3 docteurs de l'MIT pour constituer une nouvelle équipe de développement algorithmique. Sous ta direction, ma direction, ricana-je, le son rauque et étranger à mes oreilles. Tu crois vraiment que je vais former mes remplaçants après cette trahison? Mon père soupira profondément, échangeant un regard avec les membres externes du conseil. C'est précisément ce genre de réaction qui nous a convaincus de la nécessité de ce changement. Les fondateurs incapables d'évoluer deviennent des passifs. Le mot me frappa comme un coup physique. Passif. Après tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais bâti, dans les yeux de mon père, et même de mon propre frère, j'étais devenu un fardeau à gérer. Alexandre, dit doucement Rachel, s'il te plaît, essaie de voir la situation dans son ensemble. Tu resteras central dans le succès de l'entreprise. Ta part dans le capital reste inchangée. Ton package en tant que directeur de l'innovation est d'ailleurs supérieur à « je me fiche de l'argent », l'interrompis-je. Je veux du respect. De la reconnaissance. Et ne pas être poignardé dans le dos par ma propre famille. Le visage de mon père rougit de colère. Ça suffit. Ton ego a clairement obscurci ton jugement. Peut-être as-tu oublié qu'avant de jouer avec tes algorithmes, le nom Durand avait déjà une signification dans cette ville. C'est moi qui t'ai ouvert les portes, qui t'ai présenté des clients qui n'auraient jamais fait confiance à un vingtenaire autrement. Et voilà la vérité que j'avais toujours pressentie, celle que j'espérais ne pas être réelle. Mon père n'avait jamais considéré cela comme mon mérite. Pour lui, mon succès était le prolongement de son nom, de sa réputation, de son héritage. Et dis ce que tu penses vraiment, papa, dis-je, la voix désormais glaciale. Tu crois que je ne vaux rien sans le nom Durand, que tout ce que j'ai bâti n'était qu'une extension de toi? L'éclat dans ses yeux me confirma que j'avais touché juste. Il est temps de reconnaître le véritable créateur de cette aventure, répondit-il froidement. Cette entreprise existe grâce à la réputation Durand, ma réputation, forgée pendant plus de 50 ans dans ce secteur. Ton algorithme est impressionnant, mais les algorithmes se remplacent. L'héritage, lui, est unique. La salle se vida de toute parole.
Même Michel affichait un malaise face à la crudité du jeu de pouvoir. Rachel fixait la table, incapable de supporter l'implosion familiale qui se déroulait devant elle. Lentement, je me levai, rassemblant mon ordinateur portable et mes notes avec une minutie délibérée. Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant une explosion, un ultime geste dramatique. À la place, je hochai simplement la tête. Je comprends parfaitement. Merci pour cette clarté. Leur absence de résistance me déstabilisa davantage que ne l'aurait fait une explosion de colère. Mon père esquissa un léger changement d'expression, une brève lueur d'incertitude. Le plan de transition définit tes nouvelles responsabilités, annonça Michel en glissant un dossier sur la table. Nous aimerions que tu t'adresses au personnel cet après-midi, afin d'afficher une unité. Non, répondis-je simplement, laissant le dossier intact. Je ne le ferai pas, Alexandre, sois raisonnable, implora Rachel. L'entreprise a besoin de stabilité. Une transition chaotique nuirait à tout le monde, y compris aux employés qui te respectent. Je balaya du regard chacun d'eux la femme que j'avais prévu d'épouser, le frère en qui j'avais placé toute ma confiance, le père dont j'avais toujours cherché l'approbation. À cet instant, ils m'étaient étrangers, unis par leur trahison. Félicitations, Michel, déclarai-je enfin. Tu as toujours voulu le devant de la scène. Maintenant, c'est ton tour. Sans un mot de plus, je quittai la salle de conseil, la lourde porte se refermant derrière moi avec une finalité silencieuse. Dans l'intimité de l'ascenseur, je m'appuyai contre le mur, épuisé. 7 ans de travail, de sacrifice, d'ambition réduit à une embuscade de 15 minutes orchestrée par ma propre famille. Arrivé dans mon petit bureau, le choc se mua en une détermination farouche. Ils croyaient pouvoir s'emparer de ce que j'avais bâti. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient. Je ne rentrai pas chez moi ce soir-là. Mon domicile, un penthouse de luxe surplombant la Seine, regorgeait de meubles coûteux dont je ne remarquais guère les détails et d'œuvres d'art que je n'avais jamais le temps d'apprécier. Je pris donc la route pour le centre de sécurité de Saint-Quentin en Yvelines, où se trouvait le cœur du système Crest, une ferme de serveurs que j'avais installée en marge des comptes officiels, financée avec mes fonds personnels pour garder un contrôle absolu sur ma création. Le gardien, David, me salua d'un signe de tête lorsque j'utilisai ma carte d'accès. « Vous travaillez tard encore, monsieur Durand ?» « Quelque chose comme ça, » répondis-je en forçant un sourire qui me parut aussi fissuré que du verre brisé. Le centre vibrait au rythme rassurant des systèmes de refroidissement et des puissances de calcul. 3 salles serveurs, accessibles uniquement grâce à mes données biométriques, hébergeaient l'intégralité de l'architecture du système Crest. Le bureau principal rassemblait les postes où j'avais passé d'innombrables nuits à coder, affiner et faire évoluer l'algorithme qui avait révolutionné la prévision financière. J'avais conçu cet endroit comme un sanctuaire, un espace créatif à l'abri des politiques d'entreprise et des réunions de conseil. Aujourd'hui, il avait pris une toute autre dimension, celle d'une forteresse protégeant ce qui m'appartenait de droit. Mon téléphone n'avait cessé de sonner depuis la réunion. Rachel avait appelé 17 fois, Michel 11. Mon père, prévisible, n'avait pas daigné téléphoner. Il envoyait ses subordonnés pour gérer le désordre, se refusant à toute communication directe. J'ai mis mon téléphone en silencieux et repris le travail. Les 6 heures suivantes se déroulèrent dans un flou de concentration extrême tandis que j'archivais méthodiquement chaque composante du système Crest, les algorithmes de base, les ensembles de données propriétaires, les architectures de réseaux neuronaux développées au fil de 7 ans d'innovation sans relâche. Tout était sauvegardé sur des disques encryptés auxquels seul j'avais accès. À 20h47, une alerte s'afficha sur mon écran de sécurité. Une tentative d'accès à distance au serveur Crest venait d'être enregistrée depuis le siège de Durand Solutions Financières. Michel, sans doute en complicité avec l'équipe de sécurité informatique, tentait de me bloquer l'accès à ma propre création. Un geste amateur. J'avais conçu moi-même les protocoles de sécurité, il n'avait aucune chance de les contourner. J'envoyai rapidement un message à Rachel, « Ne perds pas ton temps. Tu sais mieux que ça. » 3 minutes plus tard, mon téléphone sonna. J'hésitai, mais finis par décrocher. « Alexandre, s'il te plaît, » dit une voix tendue. « Que fais-tu ? Le conseil est en session d'urgence. »
Ils évoquent des actions en justice. Qu'ils en parlent, répondis-je, tout en poursuivant le téléchargement des fichiers critiques. Ils ne pourront jamais s'emparer de ce qu'ils ne comprennent pas, personne ne s'empare de quoi que ce soit, insista-t-elle. L'algorithme appartient à l'entreprise, pas à un individu. Tu le sais légalement, l'entreprise, c'est moi, interrompis-je. Je suis Crest. Sans moi, sans mon développement continu, ce n'est plus qu'un code voué à devenir obsolète. Elle soupira, et je pouvais imaginer ses mains massant ses tempes, comme lorsqu'elle était stressée. Alexandre, je comprends que tu souffres. Ce qui s'est passé aujourd'hui est mal géré, mais ta réaction quoi que tu fasses maintenant n'arrangera rien. Mieux pour qui? Pour le conseil qui m'a pris par surprise? Pour mon frère qui m'a poignardé dans le dos? Pour mon père qui, je m'interrompis, incapable d'exprimer toute l'amertume de cette trahison. Pour toi, murmura-t-elle. Ce n'est pas toi, Alexandre. Tu as toujours été brillant et intègre. Ne laisse pas la colère te transformer. Ces paroles me blessèrent plus profondément que je ne l'aurais imaginé. L'éthique, la quête de reconnaissance, le besoin de ne pas être trahi par sa propre famille. Je devais partir. J'attendis que la sauvegarde se termine. Rien que je prends ne m'appartient pas. Tu voulais l'entreprise, elle est à toi. Mais Crest est à moi. Ça l'a toujours été. À minuit, j'avais terminé. Les serveurs restaient intacts, je n'étais pas assez vindicatif pour détruire ce que j'avais bâti, mais il ne contenait désormais que la version actuelle de l'algorithme. Tout le matériel de développement, toutes les innovations futures, tous les savoirs destinés à guider la prochaine génération se trouvaient exclusivement en ma possession. L'entreprise pouvait faire fonctionner la version existante, mais elle ne pouvait pas l'évoluer. Sans mon développement continu, Crest perdrait peu à peu de son avantage, son pouvoir de prédiction exceptionnel s'estompant face à des concurrents toujours plus innovants. Une véritable lobotomie numérique, le corps continuerait de fonctionner, mais le génie en serait effacé. J'avais également transféré une part substantielle de mes liquidités sur des comptes offshore ouverts il y a plusieurs années par précaution. Qu'on appelle cela de la paranoïa ou de la prévoyance, j'avais toujours maintenu des réserves financières en dehors de la structure de l'entreprise. Ma participation dans Durant Solutions Financières, près de 30% d'une entreprise évaluée à 100 millions, serait probablement immobilisée pendant des années en litige, mais j'avais assez pour repartir à zéro si nécessaire. Avant de partir, je fis un dernier tour dans le centre. Tant d'innovations y étaient nées, tant de moments de clarté et de découverte. Dans une autre réalité, j'aurais présenté aujourd'hui la prochaine phase de Crest devant un conseil enthousiaste, planifiant des expansions et des innovations qui consolideraient notre place à la pointe de la technologie financière. Au lieu de cela, je m'éclipsais dans la nuit, emportant les fragments d'une vision brisée. David me salua, étonné, alors que je passais devant son poste de sécurité. « Vous partez déjà, monsieur Durand ? D'habitude, vous restez jusqu'au petit matin. » Changement de programme, répondis-je. En réalité, David, il se pourrait bien que je ne revienne pas de sitôt. Son froncement de sourcils trahissait une inquiétude sincère, mais David n'était qu'un exécuteur dans ce drame corporatif. Juste une réorganisation, dis-je en tentant un sourire plus convaincant qu'auparavant. Prenez soin de vous. Dehors, l'air nocturne de Paris laissait déjà présager l'arrivée de l'automne vif et pur, porteur de promesses de renouveau. Le trafic était léger alors que je conduisais sans but, incertain de ma destination. Pas chez moi, car on enverrait sûrement quelqu'un me chercher. Pas chez un ami, afin de ne pas les entraîner dans ce chaos. Je finis par m'arrêter dans un modeste hôtel à Lille, ce genre d'établissement discret et moyen où nul ne penserait trouver un magnate de la tech. La chambre était simple, propre mais sans âme, avec des œuvres d'art génériques et un matelas usé. C'est là, assis sur le rebord d'un lit insignifiant, que le poids de la journée me submergea. J'avais perdu mon entreprise, ma famille, ma relation, et mon identité en moins de 24 heures. Je ne pleurais pas. Je ne m'emportais pas. Je restais immobile, tel un roc, tandis que l'horloge digitale sur la table de chevet marquait les minutes de la journée la plus longue de ma vie. Dehors, l'île dormait, inconsciente que l'une de ses success stories était en train de s'effriter sous nos yeux. À l'aube, je pris une décision. Paris,
Seule patrie que j'avais connue, était désormais un territoire dont il fallait fuir les souvenirs. Trop de liens, trop de rappels, trop de complications juridiques potentielles. J'avais besoin de distance, de temps pour réfléchir, d'espace pour planifier la suite. Je quittai l'hôtel et me rendis à l'aéroport Charles de Gaulle, laissant ma voiture en parking longue durée, sans savoir quand ou même si je la récupérerais. 4 heures plus tard, j'embarquai pour Lyon, une ville que je connaissais peu, emportant avec moi seulement une valise de vêtements précipitamment empaquetée et une mallette sécurisée contenant le véritable cœur de Durand Solutions Financières. Pendant le vol, je regardais Paris s'éloigner, la Seine, le quartier des affaires, la tour Durand, autrefois mon plus grand exploit, désormais le symbole de la trahison. J'étais entré dans cette salle de conseil hier en tant que fondateur visionnaire d'un empire financier. Aujourd'hui, je quittais Paris en tant qu'homme dépouillé, n'ayant plus qu'un algorithme et des blessures invisibles. L'exil était complet. Le silence, tant extérieur qu'intérieur, régnait en maître. À Lyon, sous une pluie persistante semblable à celle de Lille, je trouvai un appartement meublé dans le quartier de la Pardieu. J'y louai 3 mois de loyer en liquide, m'installant dans ce limbe étrange, bien différent de ma vie d'antan. L'appartement, moderne mais dénué d'âme tout en chrome et en verre, sans la chaleur de mon penthouse parisien, offrait l'anonymat dont j'avais désespérément besoin. 6 heures après mon arrivée, un appel parut. Rachel, d'une voix mêlée de soulagement et d'exaspération, m'informa: « Nous savons que tu es à Lyon, Alexandre. » La carte de crédit de l'entreprise, j'accrochai immédiatement, regrettant mon imprudence. L'usage de la carte pour le vol avait été une erreur de débutant, celle que l'on commet quand on fonctionne à zéro sommeil et sous adrénaline. Je décidai de la couper en 2, passer à un téléphone prépayé, et promis de faire plus attention. Mais les appels continuèrent, désormais sur mon nouveau numéro. Michel avait dû tirer des ficelles auprès de l'opérateur, un des avantages du nom Durand auquel j'avais jadis fièrement adhéré. « Alexandre, ça va trop loin », me dit-il lors de notre 3e conversation téléphonique. Le conseil a déposé une plainte pour documents disparus. On parle même de charges pénales. Qu'ils en parlent, répondis-je, regardant par la fenêtre la silhouette imposante de la basilique de Fourvière, partiellement voilée par le brouillard. Tout ce que j'ai pris, c'est moi qui l'ai créé. Voyons bien comment cela se passera devant la justice. Le soupir de Michel portait des années de frustration fraternelle. Ce n'est pas seulement une question de détails juridiques. Papa est hors de lui. Je ris, ce rire creux résonnant contre mes propres oreilles. J'en doute fort. Richard Durand n'exprime jamais ses émotions, surtout pas pour le fils qu'il vient d'humilier publiquement. Tu ne comprends pas, insista-t-il. La presse s'amuse de ta disparition. La cote a chuté. Les clients appellent, posant des questions auxquelles nous ne pouvons répondre. C'est le lot de ceux qui orchestrent un coup d'État contre celui qui sait faire fonctionner l'entreprise, rétorquai-je, la rancœur tintant ma voix. Ce n'était pas un coup d'État, Alexandre. C'était une réorganisation nécessaire pour une entreprise qui avait dépassé son fondateur. Le langage corporate habituel ne faisait qu'alimenter ma colère. Gardez vos phrases bien clichés pour les journalistes, Michel. Tu voulais le trône, maintenant, tu devras en assumer les conséquences. Après Michel vinrent les membres du conseil, chacun apportant son point de vue. Harrison Peters, le capital risqueur qui nous avait soutenus lors de la 2e année, adopta un ton paternel. Mon garçon, j'ai vu ce scénario se répéter des dizaines de fois dans ma carrière. Les fondateurs brillants peinent souvent à passer au management professionnel. Il est normal de se sentir délaissé, mais cette approche tout ou rien n'aide personne, surtout pas toi. Monica Télé, ancienne directrice financière de Goldman Sachs, recrutée au conseil l'année précédente, aborda directement l'enjeu financier. La valeur de tes parts dépasse 30 millions, Alexandre. Mais si la situation s'aggrave et que les clients se retirent, cette valeur pourrait s'évaporer. Vaut-elle la peine de sacrifier des dizaines de millions pour faire une déclaration ? Je laissais ces discours de vétérans du corporate, rationnels, logiques et implacables arguments qui, bien que solides sur le plan financier, étaient complètement déconnectés du cœur du problème. Pour moi, c'était une question d'existence. Les appels les plus difficiles vinrent des employés, des personnes que j'avais recrutées, formées, intégrées à la vision Durand.
Samir, mon premier programmeur embauché, laissa un message vocal que j'écoutais 3 fois, sa voix habituellement assurée tremblant d'incertitude. Patron Alexandre, je ne sais pas ce qui se passe, mais le bureau est dans le chaos. Ils ont fait venir des consultants qui ne comprennent rien à l'architecture du système. On essaie de maintenir Crest, mais sans ta documentation, on navigue à vue. Quoi qu'il soit advenu entre toi et le conseil, ce sont nous qui en pâtissons. Cette remarque me fit mal. Je n'avais jamais voulu punir l'équipe, ces personnes qui avaient travaillé à mes côtés pour bâtir quelque chose d'extraordinaire. Elles étaient les victimes collatérales d'une guerre familiale à laquelle elles n'avaient pas souscrit. Le lendemain, j'appelais Samir depuis un téléphone public dans un café animé, afin d'éviter toute localisation. Je suis désolé que vous soyez coincé dans cette situation, Samir. Vraiment. Alexandre, répondit-il, soulagé. Où es-tu? Tu vas bien? Ça va, écoute, dis-je avec précaution, il existe une sauvegarde datant de 3 mois avec une documentation bien plus complète que celle en circulation. Elle se trouve dans le stockage tertiaire, sous un dossier caché nommé Prométhée B7. Le mot de passe est Rosetta Stone 1721. Ça devrait aider l'équipe à maintenir la version actuelle jusqu'à... Jusqu'à quand? Jusqu'à mon retour? Jusqu'à ce qu'ils trouvent comment reproduire mon travail? Je laissai ma phrase en suspens. Alexandre, reviens, s'il te plaît, insista Samir. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'il soit arrivé, nous avons besoin de toi. Le système a besoin de toi. Le véritable souci dans sa voix eut presque raison de briser ma détermination. Presque. Prends soin de toi, Samir. Et de l'équipe. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. 2 semaines dans mon exil volontaire s'écoulèrent lorsque Rachel frappa à ma porte. Je n'aurais pas été surpris si quelqu'un pouvait me retrouver, ce serait elle, celle qui me connaissait mieux que quiconque. Tu as l'air épuisé, déclara-t-elle simplement, debout dans le hall, le manteau ruisselant sous la pluie. Ce n'était pas l'accueil que j'avais imaginé. Comment m'as-tu trouvé, demandai-je. Est-ce important? Puis-je entrer? Je lui fis de la place dans mon modeste appartement, un espace austère, dépourvu de toute trace de vie personnelle, pas de photos, pas de souvenirs, juste un ordinateur portable, une mallette sécurisée renfermant le cœur de Crest et une bouteille à moitié vide de Macallan 18. Rachel scruta la scène, avec ce regard perçant qui avait vu trop de choses. Ce n'est pas toi, Alexandre. Vivre en fugitif, te cacher du monde. Et du monde? Non, juste de ceux qui m'ont trahi. Elle grimpa légèrement sur le canapé minimaliste. Je ne t'ai pas trahi. J'ai voté pour ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise. Pour l'entreprise, répéta-je. Pas pour moi. Parfois, ce n'est pas la même chose, dit-elle en se penchant, ses yeux, si intelligents et pleins autrefois d'amour, désormais empreints d'une froideur professionnelle. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire, Alexandre. Mais les entreprises évoluent, le leadership change. Tes compétences résident dans l'innovation, pas dans la gestion quotidienne d'un empire mondial. Ce discours bien rodé reprenait tous les arguments de gouvernance dont j'étais lasse. Je lançai, en versant 2 verres de scotch pour moi-même sans lui en offrir un, on dirait que tout ce que tu as mené finit par ressembler à une proposition de règlement de compte familial. Rachel serra les lèvres. Personne ne t'a envoyé chercher les documents, ni n'est venu dans le but de te forcer à revenir. Je suis ici parce que, malgré tout, je tiens à toi. Et parce que la situation est insoutenable. Insoutenable pour qui? L'entreprise tient bon, je suis encore en vie. Ça semble plutôt viable, rétorquai-je avec amertume. L'entreprise s'effondre sans toi, admit-elle. Crest fonctionne sur l'architecture actuelle, mais les rendements s'amenuisent sans tes perfectionnements continus. Et toi, elle désigna l'appartement désert, tu ne sembles pas non plus t'épanouir. Elle n'avait pas tort. Les 2 dernières semaines avaient été un brouillard d'insomnie, de repas sur le pouce et de sessions de codage stériles. Sans l'entreprise, sans ce but qui m'animait depuis 7 ans, je me sentais déraciné, à la dérive dans un océan de possibilités sans boussole. Ils ont détruit tout ce que j'ai construit, murmurai-je. Tout ce à quoi je tenais.
L'entreprise subsiste, Alexandre. Tes innovations continuent d'aider des milliers de clients à sécuriser leur avenir financier. Cet héritage reste intact, affirma Rachel. Je ris avec amertume. Selon papa, cet héritage n'a jamais été le mien. C'était simplement une extension de l'immense nom Durand. Le visage de Rachel se radoucit. Richard est compliqué. Il appartient à une génération qui voit les affaires autrement. Mais même lui reconnaît maintenant que t'écarter était une erreur. Vraiment ? C'est pour ça qu'il menace de poursuites pénales au lieu de m'appeler lui-même ? Elle détourna le regard, incapable de défendre l'injustifiable. Ton père agit par procuration. Il l'a toujours fait. Nous restâmes en silence un long moment, seul le bruit de la pluie contre les fenêtres rompues par nos pensées. Finalement, Rachel attrapa ma main, son toucher familier mais désormais étranger. Rentre, Alexandre. Nous pouvons renégocier ton rôle. Tu pourrais continuer à diriger le développement de Crest pendant que Michel s'occupe des opérations. Un véritable partenariat. Pendant un instant, je m'imaginais revenir à Paris, à ce bureau que j'avais conçu, à l'équipe que j'avais bâtie, rentrer dans la tour Durand non pas en conquérant, mais tel un prodigue pardonné et réintégré dans le respect. Puis je me rappelais le regard froid de mon père à la table du conseil, le moment où Michel avait dévoilé ses ambitions. « Tu ne vaux rien », résonnait encore sa voix. « C'est trop tard », déclarai-je finalement, retirant doucement ma main de la sienne. Ce pont est réduit en cendres. Rachel m'observa, son esprit analytique cherchant à déchiffrer mes intentions. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ? Qu'est-ce qui pourrait tout arranger ? » La question me prit au dépourvu. Que voulais-je ? La vengeance ? La restauration ? La reconnaissance ? Après un long silence, je répondis, je veux ce qui m'a été volé. Pas simplement le titre ou le bureau d'angle, mais la reconnaissance que Crest que Durand Solutions Financières existe grâce à moi. Non pas grâce aux relations de mon père ou au poids du nom familial, mais grâce à ce que j'ai bâti. Ton père ne te donnera jamais cela, dit-elle, sa franchise percutante. Pas explicitement. Ce n'est pas dans sa nature. Alors nous n'avons plus rien à discuter, conclus-je. Rachel se leva, lissant sa jupe d'un geste qui, jadis, m'avait encharmé. Le conseil m'a autorisé à te proposer un règlement. 30 millions en échange de la restitution de tous les documents de l'entreprise et d'un engagement de non-concurrence. La femme d'affaires apparaissait enfin, avec toutes ces paroles de compromis se soldant par un chèque sur la conscience, le prix de mon silence et de ma soumission. Pas question, répondis-je en me dirigeant vers la porte. Les documents restent avec moi. Quant à la concurrence, dites au conseil de ne pas s'inquiéter. Mon prochain projet ne ressemblera à rien de ce qu'il considère comme concurrent. Rachel resta quelques instants à la porte, cherchant dans mon visage une once de regret ou l'ouverture d'une négociation supplémentaire. Ce n'est pas seulement une affaire d'entreprise pour moi, Alexandre. Tu me manques. Ces mots simples eurent un impact insoupçonné. Pendant un court instant, je vis non pas une cadre corporative, mais la femme qui avait partagé mes rêves, qui avait cru en moi lorsque Crest n'était qu'un ensemble de lignes de code et des théories ambitieuses. Et tu me manques, ce que nous étions, répondis-je sincèrement. Mais cela est perdu aussi. Après son départ, je restai devant la fenêtre, regardant sa silhouette disparaître dans une voiture d'attente, se fondant dans le gris du ciel du nord. Une nouvelle séparation, une part de ma vie s'effaçant. Peu après, mon téléphone vibra à nouveau avec un message de Michel. Rachel dit que tu es déraisonnable. Dernière chance avant que les avocats n'interviennent. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris mon ordinateur et repris le code non pas pour améliorer Crest, mais pour créer quelque chose de nouveau, une idée née de la trahison et tournée vers la rédemption. Le paradoxe de ma situation ne m'échappa pas. Chaque appel, chaque supplication pour mon retour ne faisait que renforcer le fait que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Ils avaient besoin de ce que j'avais créé, mais ils ne voulaient pas de son créateur à ces conditions. Ils désiraient l'algorithme doré sans le génie difficile qu'il avait conçu. Ce soir-là, pour la première fois depuis mon départ de Paris, je dormis sans cauchemar. L'hiver s'installa à Lyon, avec ses journées courtes et ses nuits longues,
en parfaite adéquation avec mon existence recluse. Je quittais l'appartement temporaire pour une modeste maison en périphérie, à une trentaine de minutes en transport assez proche pour accéder à la ville si nécessaire, mais suffisamment éloignée pour offrir le refuge dont j'avais besoin. La maison, perchée sur une colline surplombant un paysage verdoyant, devint à la fois mon bastion et mon laboratoire. 6 mois après avoir fui Paris, je reçus un email inattendu de Rachel. Contrairement aux précédentes sollicitations suppliant mon retour ou proposant des règlements, celui-ci était personnel. Alexandre, j'ai entendu parler de l'équipe que tu constitues à Lyon. Michel est furieux, persuadé que tu es en train de bâtir un concurrent direct pour ressusciter et armurer Crest contre Durand Solutions Financières. Ton père reste lui-même. Mais ce n'est pas ce que tu fais, n'est-ce pas? D'après ceux que tu as recrutés, c'est quelque chose de complètement différent. Je ne te demanderai pas ce que c'est, ni de faire partie de ce projet. Je voulais juste que tu saches que, malgré tout, je suis heureuse de te voir créer à nouveau. Le monde a besoin de ton esprit sur des problèmes d'envergure. Prends soin de toi, Alexandre. Quoi qu'il advienne de ce qui renaîtra de ses cendres, j'espère que ce sera digne de ce que tu as sacrifié. Je lus l'email plusieurs fois, à la recherche d'agenda caché ou d'espionnage industriel, mais n'y trouvai que sincérité. Rachel avait toujours su percevoir les subtilités, discerner ce que d'autres ignoraient. Elle voyait que Phoenix, c'était ainsi que j'avais rebaptisé mon nouveau projet, n'était pas une affaire de revanche ou de compétition, mais une évolution, un dépassement de ce qu'avait été Crest. Je ne répondis pas. Certaines portes, il vaut mieux les laisser fermer, même lorsque l'on reçoit de la compréhension de l'autre côté. Lorsque l'été arriva dans le nord, apportant ses longues journées ensoleillées et ses soirées douces, notre petite équipe célébra une étape importante, le premier test concluant du système de transaction centrale de Phoenix. Ce n'était pas une célébration fastueuse, pas de champagne ni de communiqué de presse comme à l'époque, durant simplement 8 personnes réunies sur ma terrasse, sirotant des bières de supermarché et partageant des pizzas à emporter, observant le système effectuer ses premières transactions en direct sur un réseau test. Ça marche, murmura Samir à côté de moi, une affirmation simple portant le poids de 6 mois de développement intensif. Ça marche, acquiesçai-je, ressentant une paix insoupçonnée. Plus tard dans la nuit, après le départ de l'équipe et lorsque la maison retomba dans le silence, je me tins au bord de la colline, regardant au loin les lumières scintillantes de la ville, un assemblage de rêves et d'ambitions humaines. Un message apparut sur mon téléphone, regarde les nouvelles. M. Michel. Mon frère, le premier contact direct depuis que j'avais quitté la tour Durand. J'ouvris mon application de nouvelles et vis le titre, Durand Solutions Financières racheté par Goldman Sachs dans une opération surprise. L'article détaillait comment l'ancienne fintech innovante avait été acquise pour une fraction de sa valeur d'antan, ses systèmes de trading abandonnés, sa marque absorbée par l'empire Goldman. L'empire que j'avais bâti, celui qui m'avait été arraché, était lui-même englouti par un prédateur plus grand. L'ironie cosmique ne m'échappa pas. Peu après, un autre message arriva, tu avais raison. J'avais tort. Je suis désolé. 7 mots de mon frère. Pas de réconciliation théâtrale, ni d'excuses détaillées, juste une reconnaissance succincte. Insuffisante pour guérir la blessure, mais peut-être assez pour arrêter l'hémorragie. Je tapais en réponse simplement, la prochaine fois, construis quelque chose qui t'appartienne. Les notifications de procès s'étaient arrêtées depuis 2 semaines. Avec la disparition de Durand Solutions Financières en tant qu'entité indépendante, les campagnes juridiques contre moi étaient devenues caduques. Les documents et le code que j'avais emportés jadis si précieux qu'ils avaient entraîné plusieurs actions en justice n'étaient plus que des vestiges d'un passé désormais obsolète face à l'architecture émergente de Phoenix. Je regardais un ferry traverser les eaux sombres, et je méditais sur l'étrange chemin parcouru durant l'année écoulée. J'avais perdu une entreprise, mais retrouvé une mission. J'avais perdu une famille, mais créé une équipe. J'avais perdu mon statut, mais gagné un nouveau sens. Le chemin vers la rédemption n'était pas achevé. Phoenix restait encore des mois avant son lancement public, vulnérable aux innombrables pièges susceptibles de faire dérailler même l'innovation la plus prometteuse, mais pour la première fois depuis cette fatidique réunion du conseil, j'avais confiance en l'avenir. Non pas parce que cela restaurerait ce qui m'avait été enlevé, mais parce que cela construirait quelque chose de meilleur.
Non pas pour prouver que papa avait tort, mais pour prouver que j'avais raison. Non pas pour reconquérir le passé, mais pour façonner le futur. Les appels à la réconciliation s'étaient tus, et les échos de la trahison s'étaient adoucis en leçons apprises. Ce qui restait, c'était cette vérité essentielle que j'avais momentanément oubliée dans mes jours les plus sombres, que la création, et non la possession, était ma véritable force, que la vision, et non la validation, me guidait. Debout, à la limite du domaine et du renouveau, je me promis en silence non pas à la famille qui m'avait trahi, ni à l'entreprise qui m'avait été volée, mais à moi-même et à la nouvelle équipe qui avait choisi de me suivre dans l'incertitude. Cette fois, nous construirions quelque chose qui nous appartiendrait vraiment. Quelque chose d'inattaquable, dont la valeur résiderait non dans la propriété, mais dans la contribution, non dans l'exclusivité, mais dans l'accès, non dans le contrôle, mais dans l'autonomisation. Phoenix renaîtrait, non par désir de revanche, mais par la reconnaissance que les systèmes qui m'avaient failli avaient échoué pour beaucoup d'autres aussi. Et en cela se trouvaient les germes d'une révolution. Le chemin était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à embrasser cette incertitude, à laisser derrière moi ce qui fut, et à m'investir pleinement dans ce qui pouvait advenir. Le véritable créateur de mon parcours avait toujours été, et serait toujours, moi-même.